RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans votre émission du 13h dans Les Masques Tombent. Pour revoir cette interview, c'est toujours direction notre chaîne YouTube et en podcast sur le site internet RCN. Et aujourd'hui, je reçois dans Les Masques Tombent l'artiste qui s'appelle Antoine HLT. Vous pouvez notamment le retrouver sur ses réseaux sociaux et toutes ses plateformes de streaming. Alors salut Antoine, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui, comment vas-tu ? Salut Sarah, moi aussi je suis ravi d'être là, merci pour l'invitation, puis ça va très bien. Super, en tout cas, je suis très contente de te recevoir. Alors Antoine, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer, on va commencer par le commencement, du coup, comment s'est manifestée ta passion pour la musique et ce grand intérêt pour toi alors ? Comment ça a commencé ? Je pense que dès que j'étais petit, j'ai eu un peu la passion de tout ce qui était artistique. J'enregistrais des cassettes avec mon magnéto, je dessinais des classeurs de BD entiers, tout ça. Et après, quand t'as une manifestation plus professionnelle de la musique, il arrivait un moment où j'écrivais beaucoup et je commençais à avoir dans mes tiroirs des chansons qui commençaient à me satisfaire vraiment. Et je me suis dit c'est dommage que ce soit que dans un tiroir. Il faudrait que je fasse vivre un peu tout ça. Et alors là, j'ai retroussé les manches, j'ai dit je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a un studio, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui sait faire des arrangements et j'ai beaucoup hésité, j'avais beaucoup peur et puis à un moment la passion était plus forte, donc ça c'était vers 2012-2013 que j'ai commencé à me lancer avec une première chanson pour voir ce que ça donnait. Voilà. Et donc tu sors aussi ton premier album autoproduit en 2017 qui s'appelle Le Sens des Marches, porté par des clips où on trouve Déclaration, Les Grands Hommes de l'Inconnu ou Juliette. Donc on voit aussi que tu attaches une grande importance à l'aspect visuel aussi dans ce que tu produis. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, depuis que je suis petit, j'aime tout ce qui est créatif et c'est vrai que ce qui est super intéressant dans la musique justement, c'est qu'il y a déjà le côté musical, écrire aussi et il y a tout ce qui concerne le visuel. Oui, faire un clip c'est passionnant aussi et puis aussi travailler les photos, même les tenues, tout ça, ça fait partie des choses importantes. Essayer d'avoir un projet qui soit à la fois éclectique dans les différentes approches et en même temps cohérent. Voilà. Et donc dans tes tenues, dans l'esthétique aussi visuelle que tu veux proposer, comment tu pourrais essayer de nous le décrire alors ? Définir l'esthétique visuelle générale. J'essaye que ce soit à peu près raccord avec la musique. La musique, il y avait un magazine qui avait dit entre moderne et vintage, et je pense que l'esthétique, il y a un peu de ça aussi. Alors comment tu produis tes clips ? Raconte-nous un petit peu comment les idées te viennent en tête aussi. Est-ce que dès l'écriture de tes textes, tu as cet aspect visuel aussi dans ta tête ? Souvent, oui. C'est vrai que la musique, je la vis de manière un peu synesthésique, c'est-à-dire avec des images, des couleurs. Et déjà, quand j'écris une chanson, je construis souvent la mélodie en même temps que le texte, donc c'est déjà lié. Et souvent, c'est vrai que j'ai déjà une idée de mise en scène ou de décor. Ça peut m'inspirer pour les clips. Alors des fois, je vais jusqu'au bout de ce fantasme, je puis dire. Des fois, j'ai pas les moyens ou finalement il y a d'autres idées qui viennent. Mais le point de départ, c'est là. Puis après, je dirais avoir des idées ou des fantasmes, c'est bien, mais là aussi, il faut se retrousser les manches et puis trouver les bonnes personnes pour faire, ou bien consacrer beaucoup de temps pour faire soi-même, des fois. Alors, on le disait aussi, ton premier album était autoproduit en 2017. Oui. Est-ce que depuis, évidemment, tu as sorti aussi un deuxième album, alors 3 ans plus tard, tu as rencontré aussi des personnes qui ont fait que tu as évolué aussi dans ta perception artistique ? Oui, c'est une évolution permanente. Je pense qu'on a des piliers en soi qui font qu'on reste fidèle, je pense, à ses grands principes et à ses grandes valeurs. Puis après, on évolue tout au long de sa vie, au gré des rencontres. Et c'est vrai que j'ai la chance maintenant, par rapport au tout début, où, comme j'ai dit, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, mais j'étais complètement neuf et naïf dans le sens premier du terme. Autant maintenant, au fur et à mesure des rencontres, j'ai autour de moi une équipe avec des gens avec qui j'aime travailler, qui sont efficaces, avec qui on s'entend bien. Voilà. Donc. Et quand tu écris tes textes, alors comment ça se passe ton processus créatif ? Est-ce qu'au niveau de l'instrumental, tout est autoproduit aussi ? Comment ça se passe ? Alors là, il y a 2 éléments. Le premier, c'est l'écriture.
Alors ça aussi, ça a évolué parce qu'au début, comme je disais, il y a un moment où j'écrivais beaucoup, presque un texte par jour, et maintenant, en fait, maintenant que je suis sur une voie vraiment professionnalisante, il y a énormément d'autres choses à gérer à côté, chercher des dates, faire de l'administratif, gérer les plateformes de streaming, enfin tout un tas de trucs. Et finalement, l'écriture, c'est une toute petite part de tout ça. Et maintenant, je suis presque obligé de me ménager des moments pour écrire les nouvelles chansons. Mais le point de départ, ça reste souvent quand même des déclics, c'est-à-dire des moments où je me dis tiens, ça y est, j'ai un petit jeu de mots, j'ai un truc qui fait chanson, quoi. C'est pas forcément un thème, c'est plutôt voilà c'est un déclic, ouais. Et par rapport, c'était quoi la deuxième partie de la question déjà? Par rapport à l'instrumental. Et l'instrumental, ça arrive dans un second temps. Alors la mélodie, je la travaille en général en même temps que le texte. Et l'instrumental, je viens une fois que la mélodie est déjà construite et que le texte est prêt ou quasiment. Là, je vais voir mes musiciens, mes arrangeurs, et puis là, on travaille ensemble pour habiller la chanson. Et là, c'est vraiment eux qui travaillent avec ma collaboration. Moi, je joue pas d'instrument, mais je suis capable de donner des directions, de pianoter quelques notes avec 2 doigts sur un clavier pour leur dire c'est ça que je veux, mais fais le mieux. Et puis voilà. Et est-ce que tu as tendance, tes idées changent au fil de ta production? C'est-à-dire, est-ce que tu vas revenir parfois sur un projet que tu avais en tête et un projet qui va peut-être mûrir au fur et à mesure et sur lequel tu vas revenir? Une chanson ou un clip ou n'importe. Oui. Alors après, le fameux déclic dont je parlais tout à l'heure, qui là est très spontané. Souvent, là, j'écris un premier jet qui est assez rapide. Et après, la partie travail, elle est beaucoup plus longue. Alors parfois, ça peut être quelques heures, quelques jours, mais des fois, ça met même plusieurs années. Il y a des textes que je reprends 2 ans plus tard, et il y en a, ça fait 8 ans que je suis dessus et j'ai toujours pas fini parce que je trouve pas la bonne résolution. Donc je sais pas, ça dépend vraiment des textes. Et parallèlement, on peut parler au niveau de la scène. Tu as commencé aussi à te produire sur scène dans des bars, des festivals et autres événements régionaux. Est-ce que tu peux nous raconter un souvenir de scène en particulier ou comment tu te sens sur scène quand tu avais commencé aussi? Alors, comment j'ai commencé? Déjà, à la base, quand j'ai dit je vais commencer à faire une chanson, pour moi, c'était vraiment, c'est le kiff d'avoir une chanson, d'avoir un premier CD, mais il est hors de question que je les fasse sur scène. Je ne peux pas, je ne sais pas, je ne veux pas. Et puis, il y a un moment où, c'est pareil, quand je travaillais sur le premier album et que, j'étais quand même fier des chansons qu'on avait faites avec toute mon équipe, le désir de les faire vivre aussi sur scène est venu. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un décalage entre le premier single et puis la première scène. Il y a eu 3 ans d'écart. Et puis, à un moment, c'est pareil. Je me suis jeté à l'eau. J'avais super peur au début. J'allais dans des jams toute la soirée. Je restais de mon côté. Je dis, oh non, j'ose pas. Et puis, après, je me forçais un peu et j'ai un peu comme ça appris petit à petit à briser la glace. Et un souvenir de scène en particulier, il y en a plusieurs. Souvent, c'est des rencontres. Je pense par exemple au festival Ramène ta graine que j'avais fait en 2017 et c'était une expérience super malgré les aléas qu'il y a eu parce qu'il y avait fait un temps épouvantable et puis moi je me suis retrouvé en plein milieu de la scène pendant 3/4 d'heure sans courant, on savait pas si on allait reprendre donc c'était pas très confortable mais en fait c'est un souvenir super parce que on a passé tout le week-end avec l'équipe, on a beaucoup ri j'avais aidé aussi à faire je sais plus les crêpes, la bière, enfin non c'était bien, c'est des belles expériences, c'était un super cadre près du lac de Xonrupt-Longemer dans les Vosges. Et puis voilà, après ça c'est aussi de l'apprentissage pour gérer les aléas du direct. Alors on va parler maintenant influence artistique. Quels sont les artistes que tu écoutais quand tu as commencé et même encore maintenant? Est-ce que tes influences ont aussi évolué dans ce sens? Je pense que je peux déjà donner un nom parce que elle c'est le fil rouge depuis presque que je suis né, c'est Anne Sylvestre que j'écoutais d'abord quand j'étais petit avec les Fabulettes, donc les chansons pour petits et puis vers 12-13 ans j'ai commencé à découvrir le répertoire adulte que j'écoute encore maintenant avec gourmandise, voilà. Sinon c'est vrai que j'ai écouté assez tard des chansons pour enfants, quoi. J'écoutais, il y avait Joachim Simas, il y avait James Olivier, et il a fallu attendre l'adolescence pour que j'aille vers autre chose. À l'adolescence, j'écoutais Shakira, Yannick Noah, voilà. Et maintenant, j'ai vachement
diversifier mes écoutes. J'aime bien découvrir aussi des artistes locaux, Rouge Congo, OK Cactus. Voilà, ça c'est des gens qui m'inspirent aussi parce que c'est des indépendants et je me dis ils y arrivent et pourquoi pas moi, et donc ça m'inspire aussi dans l'attitude, et puis quand je vois aussi la qualité de la production qu'ils peuvent faire, je me dis il y a du niveau, faut le relever. Voilà. Et en 2020 tu sors aussi ton deuxième album qui s'appelle Petit Morceau. Donc 3 ans après Le Sens des Marches, est-ce que en 3 ans de temps ce sont toujours les mêmes thèmes et un peu les mêmes notions que tu veux exploiter dans tes chansons? Je crois que c'est pareil, il y a une évolution, mais imperceptible, c'est pas forcément volontaire, c'est pas je me dis je veux évoluer, c'est que par la force des choses dans la vie on évolue, et c'est vrai c'est naturel. Oui, par rapport au moment où j'ai écrit mes premières chansons, entre-temps je suis devenu végétarien, d'où une chanson qui s'appelle Végétarien. Ça a été inspiré par une conversation que j'ai pu avoir avec quelqu'un, et puis c'est vrai que le premier album, il avait peut-être des textes plus mélancoliques, plus tristes, et peut-être que... Encore que, je crois que j'ai toujours essayé de transformer la tristesse en espoir, et dans le deuxième, il y a peut-être plus d'espoir encore, je sais pas. C'est difficile d'avoir aussi une analyse sur ses propres écrits. D'ailleurs, c'est même étonnant, parce que des fois, une fois que c'est écrit, c'est écrit. Et... il y a une chanson, par exemple, que j'ai réécoutée récemment là sur le deuxième album qui s'appelle Déformation. Et quand je l'ai écrite, je me suis dit, j'écris une fiction inspirée de ce que j'ai pu vivre, mais pour moi, c'était une fiction, voilà. Et quand je l'ai relue, je me suis dit, vache, c'est quand même vachement personnel, en fait. Plus que ce que je ne voulais bien le croire au moment où je l'ai écrit. C'en est presque impudique. Voilà. Mais est-ce que justement c'est pas difficile parfois est-ce que tes thèmes les thèmes que tu lis dans tes chansons sont toujours très personnels, ou est-ce que parfois c'est difficile aussi de plonger un peu dans cet espace personnel pour l'exploiter en musique? Je crois que justement le fait que la chanson, il y a un côté masque, parce que la chanson, j'ai envie de dire, c'est l'objet chanson. Je mets beaucoup de moi, mais l'important c'est que ce soit une bonne chanson, c'est pas que ça parle de moi. Et donc après, c'est comme je disais, j'essaye de faire souvent de la fiction inspirée de ce que je connais, mais c'est pas forcément totalement moi. Et du coup, je sais pas comment dire, c'est à la fois très sincère et à la fois j'essaye de faire en sorte que la chanson soit intéressante. Par exemple, Enchanté, qui est sur les sites de rencontres, c'est basé sur des expériences personnelles, mais après c'est pareil, j'ai un petit peu imaginé pour rendre la chanson intéressante. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler alors des thèmes en général vraiment que tu utilises? On peut un peu plus creuser là-dessus. Oui, je pense que un des thèmes récurrents, ça va être l'amour sous toutes ses facettes, l'amour triste, l'amour heureux, l'amour sous toute forme de métaphore, comme Résistance, où là je parle d'amour sous la forme par la métaphore d'un transistor et d'une résistance. Et après, je dirais qu'il y a le volet un peu plus social. Je peux parler, de, comment dire, j'aime souvent défendre un peu des causes perdues. Voilà, des choses dont on ne parle pas assez à mon goût, ou qui m'énerve parce qu'on en parle de manière trop cliché, comme dans Végétarien, où j'ai voulu un peu démonter les différents clichés qu'on nous ressort tout le temps. Mais il y a aussi Pain perdu, là c'était sur les gens qui ramassent le pain issu des invendus des boutiques. Et c'était un sujet qui m'est apparu comme ça un jour où je suis un photographe qui photographiait ces gens-là. Et c'est pareil, je me dis, c'est des choses, ça, on n'y pense pas, on passe devant, on voit pas. Donc oui, voilà. Mais comme je dis tout à l'heure, après, ça reste assez mystérieux quand même. Pourquoi là, j'ai le déclic et d'autres moments pas, je ne sais pas. Est-ce que tu penses que ces causes perdues, justement, elles sont assez représentées de façon musicale, du coup, en règle générale? Est-ce que tu penses que les artistes en parlent beaucoup? Je sais pas. Je pense quand même qu'il y a une énorme diversité de production musicale. Et je crois que peut-être dans ce qui est médiatisé, on va peut-être pas tout retrouver. Mais si on creuse un peu, il y a vraiment à boire et à manger. Et voilà, je ne me permettrai pas de juger du tout. Au contraire, je vous invite à ouvrir vos chakras et découvrir plein de monde. Voilà. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy.
Et vous êtes toujours dans les masques tombent sur RCN. Et aujourd'hui, je reçois l'artiste Antoine HLT. Vous pouvez notamment le retrouver sur ses réseaux sociaux et sur les plateformes de streaming. Alors, on vient d'écouter Michel, une chanson que j'ai choisie pour écouter dans les masques tombent. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu l'as conçu, ce son? Celle-là, justement, c'est un peu particulier parce que c'était une chanson qui était pas du tout prévue et c'est né pendant une répétition. Donc justement, c'est un peu le contre-exemple par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure où en général j'arrive à quelque chose qui est déjà tout fait. Là, c'était en répétition. Mes musiciens commençaient un peu à partir comme ça en improvisation. Puis moi, en mode un peu délire, j'ai commencé à faire « Oh non, Michel, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» Et finalement, quand on est arrivé avec déjà ce petit... ce petit gimmick, je trouvais ça intéressant et là j'ai creusé. Donc le sujet de la chanson est venu un peu par hasard, tout seul. Ouais. J'ai creusé qu'est-ce qu'on va faire de toi et j'ai imaginé justement ce destin d'une personne à qui on n'arrête pas de répéter mais qu'est-ce qu'on va faire de toi enfin et à force c'est un peu pour dire à force d'intégrer le fait que mais qu'est-ce qu'on va faire de toi, oh là là, les gens finissent peut-être par le penser et du coup agir comme on s'attend à ce qu'ils agissent. Donc voilà, c'est une chanson sur les errances de quelqu'un qui fait pas forcément les bons choix, mais on l'a pas forcément aidé non plus. Et en même temps, c'est aussi une chanson pour dire allez, reprends-toi en main, c'est pas si dur d'être heureux, arrête de faire des bêtises. Donc il y a quand même un petit message à travers cette chanson. Est-ce que pour toi, il y a toujours un petit message tel quel dans chaque chanson que tu produis aussi? Oui, ou inconsciemment peut-être. Oui, parfois c'est inconscient, mais j'essaye quand même de faire en sorte que ce soit intelligent, quoi, que c'est pas juste un texte pour le texte en général, oui. Et pourtant, le paradoxe aussi, c'est que en général, j'accroche d'abord à la musique, moi, quand j'écoute des artistes, et le texte, j'y fais attention dans un second temps. Par contre, une fois que je fais attention au texte, des fois, je peux avoir des émerveillements, justement, de me dire ah, c'est ça qui disait en fait. Donc, non seulement la musique est chouette, mais le texte l'est aussi. Donc, je mets quand même un soin tout particulier au texte. Alors juste avant aussi, on parlait de ton deuxième album qui est Petit Morceau, qui est sorti en 2020, au sein duquel le titre Chercheur d'or a reçu le prix aussi à Georges Chelon de la chanson poétique 2020 de la SPAF, donc la Société des poètes et artistes de France. Que retrouve-t-on de poétique alors dans Chercheur d'or? Là, faudrait demander peut-être à ceux qui m'ont remis le prix. Après, je pense que ce qu'il y a de poétique, c'est vraiment, là j'ai essayé de jouer beaucoup la carte de la métaphore. Donc le chercheur d'or, soit au premier degré, c'est l'histoire d'un chercheur d'or, soit on voit que c'est métaphorique, et là on voit que à la base je l'ai pensé comme une métaphore sur la condition de l'artiste indépendant, parce que des fois je dirais au début, quand on arrive avec sa première petite chanson, on dit oui, c'est gentil, machin. Et puis après, on chemine, on bataille un peu, puis on commence à avoir un album, des scènes, et t'as de la chance. Oui, c'est pas venu tout seul non plus, quoi. Y a rien qui est tombé du ciel, et c'était un peu ça que je voulais dire, c'est on retrousse ses manches et on est dans une quête constante. Mais j'ai essayé de faire en sorte que la métaphore soit aussi plus globale, c'est-à-dire que chacun d'entre nous est un chercheur d'or quand on essaye de construire sa vie, et parfois contre les avis des gens, ou faut toujours se battre un peu contre le regard des autres, tout ça. Donc voilà. Et puis j'ai fait beaucoup de double sens, par exemple sur le mot concession. C'est à la fois la concession du chercheur d'or, la concession qu'on peut faire qui est plus le compromis, et puis j'ai fait aussi un jeu de mots avec la concession finale qui est ce qui nous attend tous, donc profitons-en avant. Est-ce que du coup la musique pour toi c'est vraiment s'ancrer dans le réel, ou c'est un mélange aussi de sorte d'échappatoire pour toi? C'est un peu les deux. Oui, je pense que je pense que ça a été important dans ma vie, parce que la musique souvent m'a apporté de l'évasion, du soutien. Il y a une petite chanson qu'on est content d'avoir dans la tête qui nous accompagne la journée, un artiste auquel on s'identifie un peu et qui nous aide à passer les journées. Oui, je trouve que c'est important, et en même temps c'est ancré dans le quotidien, déjà parce que j'essaye de dire des choses intéressante, j'espère. Et puis par ailleurs,
parce que ça devient mon quotidien aussi, avec tout ce que ça a de plus trivial. Encore tout à l'heure, j'avais des négociations téléphoniques à propos de salaire pour la scène. Ça, c'est peut-être moins glamour, mais ça fait partie aussi du quotidien. Je sais pas si c'était le sens de la question, mais voilà. Et tu parles d'identification d'artistes, donc tu parlais au début d'émission du fait que Anne Sylvestre aussi t'a beaucoup inspiré. Est-ce que tu peux nous parler aussi d'autres artistes auxquels tu pourrais un petit peu t'identifier maintenant? Maintenant, alors ça c'est plus maintenant, mais il y a eu un moment où fin de l'adolescence, avec 20 ans de retard, mais je me suis identifié à Jade Masse, donc voilà, j'ai découvert avec les années 80, et ensuite quand j'ai découvert qu'elle avait continué sa carrière et qu'elle a une 20aine d'albums, j'ai fait waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je m'étais vachement fasciné pour le personnage. Bon, depuis ça m'est un peu passé, mais c'est quand même important dans mon parcours. Et puis actuellement, qui est-ce que j'écoute là en ce moment? Je découvre Clou par exemple, ça a l'air sympa comme tout. Ça fait 2 chansons que j'apprécie beaucoup. Qui est-ce que j'ai d'autres? Cécile Corbel, là, une chanteuse plus folk breton. Je suis tombé amoureux là de sa voix, de son de son univers. Après, dans les plus fondamentaux, il y a eu Mécano aussi beaucoup. C'est pareil, j'ai découvert les chansons qu'on connaît tous, et après j'ai vu mais ils ont toute une carrière aussi en Espagne, et ils ont à la fois des chansons qui bougent un peu sans prise de tête, et des chansons beaucoup plus engagées, où là c'est pareil, je me suis dit waouh, en fait c'est ça qu'ils voulaient dire. J'écoutais la musique, je comprenais pas très bien l'espagnol, et après je me suis dit waouh, en fait c'est vachement fort comme chanson, et ça j'adore. Je me dis ça fait 15 ans que je les adore, et je découvre encore des choses. Des fois je me dis tiens, ce texte-là c'est ça qu'il voulait dire, waouh. Et je me rends compte des fois, et c'est pareil pour Anne Sylvestre aussi, des chansons que je trouvais un petit peu boiteuses, où je me dis oui c'est pas la meilleure, et après je me dis en fait c'est moi qui avais mal compris. Oui, je trouve ça génial, parce que on se dit bon voilà, ça je pense que c'est des univers qui durent, qui restent, et qui sont super importants. Et puis, alors, j'ai aussi une petite marotte. J'adore justement les sonorités des années 80, et j'en distille un peu dans mes chansons aussi. Et j'aime bien aller dans les vides-greniers et chercher des 45 tours qui ne sont jamais rentrés au top 50, d'artistes complètement inconnus, à la recherche de la pépite oubliée. Et du coup, j'ai toute une collection comme ça. Donc là, je pourrais pas forcément vous citer de nom, il y en a plein. Mais c'est un truc que j'aime bien aussi. En tout cas, merci beaucoup à toi, Antoine, merci beaucoup, Sarah, d'être venu aujourd'hui. Je rappelle une dernière fois qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes de streaming. Je remercie aussi Pierrot à la technique. Je vous souhaite une très belle semaine, et on se retrouve donc lundi dans les Masquetons. Prenez soin de vous. Ciao. RCN, www.rcn-radio.org